Neo Inferno est le second titre de Zenovia Interactive, un studio indépendant basé à New York qui, après le très bon Steel Assault, a clairement revu son ambition à la hausse. L'action se déroule en 2055 dans un New York dystopique, théâtre d'un affrontement permanent entre organisations mafieuses et une police totalement corrompue. Le joueur incarne deux assassins, Angelo Morano et Mariana Vitti, membres d'une faction criminelle nommée The Family. Comme souvent, le scénario sert avant tout de prétexte à l'action, mais le jeu bénéficie tout de même d'un effort de mise en scène à travers des cinématiques et des dialogues introductifs placés entre les missions. Neo Inferno propose deux modes principaux, un mode scénario avec sauvegarde et checkpoint, décliné en 3 niveaux de difficulté, novice, normal et difficile, et un mode arcade dépourvu de checkpoint et de continu, ce qui pose question dans sa conception. D'emblée, le jeu affiche une ambition claire, proposer une expérience exigeante, dense et relativement complexe. Car Neo Inferno n'est pas un run and gun comme les autres, et il demande un véritable investissement du joueur, tant dans l'apprentissage de ses mécaniques que dans la lecture de l'action, ce qui est à la fois sa force, mais aussi source de reproches justifiés. Mais c'est probablement sur le plan visuel que le titre de Zenovia Interactive a le plus marqué les esprits lors de son annonce en 2023. Le style général évoque une production que l'on pourrait placer quelque part entre les ères 16 et 32 bits, mais avec une résolution et une densité d'effets spéciaux qui n'auraient pas été possible de produire à l'époque. On pense à des titres comme Guardian Heroes, voire à Metal Slug dans certains aspects, mais Neo Inferno reste difficile à classer tant son identité visuelle est singulière. Le jeu affiche ainsi un niveau de détail impressionnant sur les personnages et les décors. Les effets atmosphériques omniprésents, fumée, neige, lumière, néon, explosion, contribuent largement à son identité visuelle. Les animations sont particulièrement réussies, que ce soit la démarche des personnages, leur posture, les esquives ou les transitions entre les actions. Le travail est indéniablement soigné et témoigne d'un énorme investissement artistique. La participation de plusieurs artistes japonais de renom à une production occidentale est un fait assez rare pour être souligné. Le travail de Jun Tsukasa, connu pour ses contributions chez Psikyo, est immédiatement reconnaissable, en particulier dans la conception des personnages féminins. Même s'il semble qu'il ait davantage joué un rôle de directeur artistique que de créateur direct des illustrations. Plus étonnant encore, la présence de Koji Ogata parmi les pixel artistes crédités. Il s'agit d'une véritable figure de l'arcade japonaise, ayant travaillé sur des titres comme The Combat Tribes, Gokaiser ou encore Double Dragon. Sa participation donne une légitimité artistique supplémentaire au projet et explique en partie ce mélange très particulier entre pattes occidentales et japonaises. D'autres artistes comme Hiroko Itatani, déjà impliqué sur Steel Assault, complètent une équipe étonnamment internationale. L'aspect plus négatif est que cette débauche de détails n'est pas sans conséquence sur l'expérience de jeu. Et disons-le, la lisibilité est parfois mise à rude épreuve, car Neo Inferno est un jeu extrêmement chargé visuellement, donnant au jeu un aspect sapin de Noël. Les couleurs sont très saturées, les effets nombreux et certaines scènes peuvent devenir confuses. Il arrive que l'on ait du mal à faire la distinction entre les ennemis, les civils, les tirs adverses ou même les zones d'impact au sol, notamment lors des combats de boss ou dans les stages les plus avancés. Neo Inferno échoue peut-être à hiérarchiser l'important du facultatif, mais avec l'habitude on finit par s'y faire et il faut admettre que cela fait partie intégrante de son identité. La bande-son de Neo Inferno a finalement été l'élément le plus clivant de mon expérience. Autant les graphismes m'ont immédiatement convaincu, autant l'aspect sonore a suscité chez moi des réactions plus mitigées, surtout après plusieurs heures de jeu. On y trouve des influences synthwave, électro, parfois jazzy, avec des nappes de synthé évoquant aussi bien Vangelis que Jean-Michel Jarre, le tout agrémenté de guitare électrique. L'intention est claire, installer une ambiance cyberpunk, urbaine, froide et saturée, certes en phase avec l'univers visuel du jeu, mais pas toujours bien exécutée.
Alors oui, certaines pistes fonctionnent très bien, notamment lorsqu'elles accompagnent des phases plus posées. En revanche, d'autres pistes, qui reposent davantage sur des rythmiques répétitives, à la frontière de la saturation, deviennent indigestes. D'un point de vue plus technique, les musiques apparaissent trop compressées, manquant de dynamique et de clarté. En revanche, les bruitages sont une franche réussite. Les impacts, les tirs, les explosions, les cris des ennemis, notamment lorsqu'ils brûlent ou explosent, sont très bien rendus. Ils apportent une vraie sensation de puissance et participent largement au plaisir de jeu. Un seul petit regret subsiste toutefois, l'absence quasi totale de voix digites. J'ai trouvé dommage que les personnages ne s'expriment jamais, ce qui aurait pu leur ajouter un peu de caractère et de personnalité. Mais c'est sur le terrain du gameplay que Neon Inferno révèle pleinement son potentiel, mais aussi ses choix les plus radicaux. Vous l'aviez compris, le jeu ne se contente pas d'être un simple run and gun. Il repose sur un game design dual qui demande aux joueurs un véritable investissement mental. Sur le papier, Neon Inferno se présente comme un run and gun à défilement horizontal, mais qui intègre des mécaniques de galerie shooter à la manière de Wild Guns. Une synthèse qui le rapproche assez fortement d'un Dick Tracy sur Mega Drive, mais en beaucoup plus dynamique. Ainsi, le joueur peut tirer dans 8 directions sur le plan principal, mais également viser et éliminer des ennemis situés en arrière et avant-plan à l'aide d'un réticule indépendant. Cette idée n'est donc pas nouvelle, mais son implémentation est ici particulièrement exigeante. Le joueur doit constamment jongler entre les déplacements, le tir frontal, la visée sur les plans secondaires, l'esquive, le corps à corps et la lecture des attaques ennemies. Neon Inferno ne donne aucune chance à l'hésitation. Si le joueur doit réfléchir ne serait-ce qu'une demi-seconde à quel bouton appuyer, il est déjà trop tard. Le gameplay est en outre alourdi par un système de renvoi de projectiles ennemis. Certains tirs peuvent ainsi être renvoyés en appuyant sur le bouton triangle. En maintenant cette commande, le temps se ralentit façon bullet time, permettant de diriger les projectiles vers une cible précise. Cela augmente les dégâts infligés et permet de prioriser certains ennemis ou de détruire des parties plus résistantes. Cette mécanique, intéressante sur le papier, alourdit factuellement un système déjà très dense. Les derniers stages illustrent parfaitement cette approche. L'action y devient presque chaotique avec des attaques venant de tous les plans, des marquages au sol et à l'écran, des tirs croisés et des ennemis aux patterns variés. C'est ainsi que le joueur doit davantage se concentrer sur la lecture des réticules, des impacts, que sur les ennemis eux-mêmes. Saluons aussi la variété du level design. Contrairement à Wild Guns, qui se présente comme une succession de plans plus ou moins fixes, ici le jeu bénéficie d'un scrolling horizontal, mais constitué de scènes extrêmement variées. À titre d'exemple, chaque stage est constitué de 4 ou 5 environnements et décors différents, certes reliés par une même thématique, complétés par une belle galerie d'ennemis et donc de patterns. Comptez sur au moins 1 voire 2 mid-boss par stage, évidemment un boss de fin, prétexte à l'exploitation de l'ensemble des commandes. Vous l'avez donc compris, Neon Inferno implique une vraie courbe d'apprentissage et demande au minimum 1 heure de jeu pour se sentir à l'aise avec les commandes, et encore davantage pour jouer de manière parfaitement spontanée. Une phase durant laquelle le joueur est souvent plus occupé à se souvenir des commandes qu'à réellement maîtriser son personnage. Mais une fois cette barrière franchie, vos actions deviennent plus naturelles et le jeu procure alors une immense satisfaction. A ce titre, le mode hard apparaît comme la manière la plus fidèle d'en apprécier la philosophie et le game design. Le mode normal, bien que recommandé pour débuter, supprime certains ennemis et patterns, ce qui ralentit fortement le rythme et la richesse de l'expérience. A terme, le mode difficile s'impose donc comme le vrai jeu, celui pour lequel il semble avoir été pensé. En revanche, j'ai trouvé dommage le choix de réduire le mode arcade à une sorte de challenge. J'aurais préféré un redécoupage du jeu pour lui conférer un véritable aspect arcade et pas seulement en faire un mode basé sur le One Life. Parlons maintenant du système de boutique et de la gestion des armes secondaires, car c'est là que Neon Inferno passe selon moi à côté de l'excellence. À la fin de chaque mission, le joueur accède à une boutique permettant d'acheter des armes secondaires et des améliorations.
Sur le principe, rien de plus classique. Mais dans les faits, le système cumule plusieurs défauts. Premier problème, la manière dont l'argent est gagné. Il n'est pas récolté directement via des items lâchés par les ennemis, mais via un système de scoring obscur basé sur un mélange de performance et de respect de certaines règles, comme ne pas tuer des civils par exemple. Résultat, il m'est arrivé fréquemment de terminer un niveau en ayant le sentiment d'avoir bien joué pour me retrouver avec une somme dérisoire. Deuxième problème, les prix pratiqués dans la boutique. J'ai trouvé les armes secondaires beaucoup trop chères par rapport à vos gains, même si un patch a en partie résolu le problème. Ainsi, même après avoir parcouru une run correcte, il est courant de ne pas pouvoir acheter l'arme de son choix. Troisième problème enfin, et c'est sans doute le plus embêtant, la limitation drastique des armes secondaires. Le joueur ne peut équiper qu'une seule arme secondaire par niveau, et celle-ci dispose d'un nombre de munitions ridiculement faible, souvent de l'ordre de plusieurs dizaines. En pratique, cela ne représente que quelques secondes d'utilisation à peine. Du coup, même après avoir économisé de l'argent, acheter une arme coûteuse et activer correctement celle-ci, via une combinaison de touches peu intuitive, l'arme disparaît presque instantanément. Le joueur passe donc 95% du temps à utiliser l'arme de base, rendant l'existence même des armes secondaires anecdotique. Si l'on comprend la logique d'appliquer un choix tactique aux armes secondaires, le curseur est placé bien trop loin. Pourquoi ne pas avoir conditionné la perte d'armes à un coût reçu par exemple ? Offrir aux joueurs une vraie liberté dans l'usage des armes aurait permis de compenser en partie l'exigence du titre par davantage de fun. En l'état, le système de boutique apparaît donc mal équilibré. No Inferno n'en reste pas moins une œuvre réussie. Sur le plan artistique, il est remarquable. Et malgré le risque que représentait le fait de proposer un jeu aussi dense, aussi complexe et aussi peu conciliant, une fois l'étape de l'apprentissage rigoureux des commandes franchie, l'expérience devient alors grisante, surtout en mode difficile. Ne vous fiez donc pas à la relative brièveté du contenu. Les 6 missions se terminent certes en moins de 45 minutes, mais le temps d'en exploiter tout le potentiel, vous en aurez pour votre argent. D'autant plus qu'un mode coop vient se greffer à l'ensemble, que je n'ai malheureusement pas pu tester. En définitive, Neo Inferno est un jeu imparfait mais admirable, ne serait-ce que pour avoir réussi à rendre un tel game design digeste. À faire trop compliqué, il risquait de tomber dans les limbes du fun, et rien que pour cela, il mérite d'être salué, en espérant une suite qui corrigera ses quelques défauts.